Bonjour à tous et merci d'être présents. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là lors du dernier webinaire, permettez-moi de nous présenter. Donc, Sean Fagnoul et Maïtien Nguyen qui va donner la seconde partie de ce webinaire. Nous sommes avocats au cabinet Lydiane à Bruxelles. Toujours pour ceux qui n'étaient pas présents la dernière fois, quelques modalités pratiques. La première, pour votre parfaite information, la présentation qui s'affiche à votre écran est téléchargeable et vous sera de toute façon envoyée par la suite. Donc, vous pouvez la télécharger sur le côté droit de votre écran sous l'onglet Handouts. Deuxième modalité pratique, pour ceux que ça intéresse, après le webinaire, vous recevrez un certificat de participation de GoToWebinar. Et enfin, assez important, si vous avez des questions, vous pouvez les poser pendant le webinaire via la fonction chat. Nous y répondrons dans la mesure de nos possibilités, dans les meilleurs délais. En tout cas, assurément, nous y répondrons par email après le webinaire. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, qui est le second de cette série de 3 webinaires, est consacré à la circularité dans la construction d'un projet immobilier, qui est la deuxième grande phase que nous avons identifiée dans la vie d'un projet immobilier. Le plan de la présentation, eh bien, on va vite passer en revue au point 1 et 2 les concepts clés de la circularité que nous avions exposés lors du dernier webinaire en vitesse et également les différentes phases du cycle de vie d'un bâtiment. Et ensuite, nous passerons au vif du sujet et nous vous expliquerons, nous vous donnerons des pistes plutôt pour comment favoriser la circularité au stade de la construction d'un projet immobilier. 3 pistes que nous avons décidé d'aborder avec vous. Premièrement, la formule produit en tant que service. Deuxièmement, la formule du Bauteam et les contrats de design and build que nous avons choisi de traiter ensemble. Et enfin, la troisième piste, la plus importante, Maïti, qui est ici avec moi, vous présentera les marchés publics circulaires. Alors, rappel des concepts clés de la circularité, on les a vus lors du dernier webinaire. Alors, voilà, tout d'abord, les concepts de réparation et de maintenance. La réparation, c'est la remise en bon état d'une construction, la remise en état de marche d'un mécanisme ou d'un dispositif. L'idée derrière cela, c'est qu'évidemment, il faut toujours favoriser la réparation d'un bâtiment ou d'un dispositif plutôt que de l'envoyer en décharge, le démolir, le jeter et en réériger un neuf ou en replacer un neuf. Toujours dans cette même idée, la maintenance, qui se définit comme l'ensemble des opérations permettant de maintenir en bon état de fonctionnement un matériel. La même idée sous-jacente, il est toujours préférable de ne pas attendre qu'une construction, qu'un dispositif soit usé, soit abîmé et qu'il faille le réparer. Il est préférable de le maintenir en bon état pour prolonger sa durée de vie et éviter ainsi de devoir produire des matériaux nécessaires à sa réparation ou, pire encore, de devoir le jeter, le déconstruire, le démolir, ce qui génère des déchets. Le concept ensuite, très important en matière de circularité, de réutilisation, réemploi, qui sont des synonymes, pas toujours, mais on peut les considérer comme des synonymes, qui se définit comme toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Et donc, on voit ici en souligné à l'écran les 2 éléments constitutifs véritablement de cette définition qui sont, premièrement, ça ne doit pas être un déchet. Deuxièmement, ça doit viser une utilisation identique à l'utilisation originelle. Le concept ensuite de recyclage qui se définit comme toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, ces opérations impliquant une modification structurelle, physique ou chimique de la matière. Donc ici, les 2 éléments constitutifs, c'est véritablement, il faut qu'on ait un déchet et il faut que ce déchet soit retraité pour devenir un produit.
Concept encore très important en matière de circularité qui est la réversibilité. Réversibilité qui se traduit comme la stratégie de conception et de construction qui vise à faciliter les modifications du bâtiment pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs. Cette réversibilité, elle peut avoir deux dimensions. On distingue ainsi la dimension spatiale, dans laquelle un bâtiment peut être efficacement adapté. Donc, c'est la capacité, la faculté d'un bâtiment à être adapté pour faire office d'utilisation diverses dans le futur. Donc, un bureau qui va devenir un logement, un parking qui va devenir un bureau, etc. Et il y a également une dimension technique qui est la dimension dans laquelle les éléments du bâtiment peuvent être démontés et réutilisés ou déconstruits et recyclés. Et donc, c'est simplement la faculté d'un bâtiment à être déconstruit, démoli, démonté. Alors, ensuite, on a rappelé les concepts clés de la circularité. On peut rappeler maintenant les différentes phases du cycle de vie d'un bâtiment. Donc, le cycle de vie d'un bâtiment se compose de 4 phases principales. Vous avez une phase de production, une phase de construction, une phase d'utilisation et enfin une phase de fin de vie. Très importante, la phase de fin de vie, il faut en tenir compte. Et ces 4 phases, finalement, elles ne sont pas toujours très faciles à distinguer dans la pratique. Voilà. Et donc, vous verrez, c'est une petite parenthèse que j'ouvre ici, on a fait un cycle de 3 webinaires. Un webinaire qui concerne la conception d'une construction, d'un projet immobilier, un webinaire sur la construction d'un projet immobilier et un webinaire sur l'utilisation. Alors, la conception, finalement, il faut bien se rendre compte, c'est un processus intellectuel. Ce n'est pas un processus matériel. Ça ne correspond pas, à proprement parler, à une phase du cycle de vie d'un bâtiment. Ensuite, ça vient en amont. Ensuite, vous avez la phase, le deuxième webinaire qui est consacré à la construction d'un projet immobilier. Ici, alors, on serait plus sur les phases qui correspondent aux phases de production et de construction du cycle de vie de notre bâtiment. Troisième webinaire que nous donnerons demain sur l'utilisation d'un projet immobilier qui inclut alors l'utilisation à proprement parler, mais aussi la phase de fin de vie qui est finalement la dernière étape, la dernière manière dont on va utiliser notre bâtiment. Deuxième petite parenthèse que j'ouvre, ici on parle de la construction, mais évidemment quand on parle de construction, on va toujours évoquer des concepts qui sont en lien avec la conception, forcément, et c'est la même chose pour l'utilisation. Quoi qu'on dise en matière de circularité, il y aura toujours des notions de conception, tout simplement parce que pour être construit, pour être utilisé, un bâtiment avant doit être conçu de cette manière-là. Et donc ici, il faut voir la division qu'on a fait plus comme on entend par la construction d'un bâtiment les phases en fait où un constructeur est impliqué. Et donc, vous comprendrez pourquoi je dis ça, parce qu'on va vous présenter notamment le BOW Team. Le BOW Team, en réalité, qui intervient au stade de la conception de notre projet, mais on a décidé de le traiter dans ce deuxième webinaire parce que tout simplement, le BOW Team va impliquer les constructeurs. Dernier petit concept à définir, l'analyse de cycle de vie, qui est une méthode d'évaluation multicritère qui mesure les impacts environnementaux d'un produit ou d'une construction ici, en adoptant une vision globale de son cycle de vie. Donc, l'analyse de cycle de vie, c'est tout simplement évaluer l'impact environnemental d'une construction en regardant toutes les phases du cycle de vie, pas simplement une phase prise isolément. Alors, on en arrive au vif du sujet, comme je l'ai dit. Comment favoriser la circularité au stade de la construction d'un projet immobilier? Quelques pistes qu'on va envisager. J'insiste, ce sont des pistes. Ici, la question, on n'a pas de prétention d'être exhaustif à ce niveau-là. Simplement, il y a quelques pistes comme ça qui se dégagent et qui nous semblaient mériter une attention particulière. La première de ces pistes, c'est la formule PaaS. Product as a Service, des produits en tant que service qu'on voit de plus en plus se développer. La deuxième piste, c'est le BOW Team et les contrats de type Design and Build. Et enfin, la troisième piste, c'est évidemment, à mon sens, la plus importante, puisque
on est dans une matière qui est assez nouvelle et donc il va falloir avoir des leviers, il va falloir encourager cette pratique de l'économie circulaire et le meilleur levier pour ce faire, c'est certainement de faire intervenir les pouvoirs publics et donc de créer des marchés publics circulaires. Première piste, des produits en tant que service. Qu'est-ce que ça signifie? Un produit en tant que service, c'est simplement une formule par laquelle une société a le choix entre offrir un bien ou un service pour finalement fournir le même produit et elle va choisir d'offrir le service plutôt que le bien. Je donnerai des exemples un peu plus tard. L'intérêt de cette formule, évidemment, pour l'économie circulaire, on pourrait l'expliquer longuement, mais j'ai décidé de retenir 2 points. Premier point, comme la société conserve la propriété du produit, elle a tout intérêt à tenir compte de ce qui va se passer à la fin du cycle de vie de ce produit, parce que tout simplement, à la fin du cycle de vie de ce produit, elle l'a sur les bras et elle va devoir s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et donc, elle est responsabilisée vis-à-vis de la fin de cycle de vie du produit. Deuxième point, la société a également intérêt à bien entretenir le produit pour prolonger sa durée de vie et donc percevoir par exemple les redevances mensuelles qu'elle touche et également pour pouvoir avoir le cas échéant un produit qui est réutilisable ou recyclable en fin de vie parce qu'en bon état. Alors, ce modèle d'entreprise, donc livrer des produits en tant que service plutôt que des biens, eh bien, il est intéressant pour certains types de produits. Donc, ça se prête bien à un certain type de produit. Ça se prête bien aux produits dont la performance est facile à mesurer. Par exemple, un ascenseur. Un ascenseur, on sait, il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Donc, c'est très facile de mesurer la performance d'un ascenseur. S'il ne fonctionne pas, on doit le réparer. S'il fonctionne, tout va bien. Ça se prête également bien aux produits pour lesquels il y a peu d'intermédiaires entre le fournisseur et l'utilisateur. On évite ainsi de faire des chaînes interminables de contrats, des relations contractuelles trop complexes. Il faut simplement un contrat entre le fournisseur et l'utilisateur et, j'y reviendrai plus tard, éventuellement un tiers. Enfin, les installations qui sont complexes d'un point de vue technique. Ça veut dire que le fournisseur du produit en tant que service dispose d'un avantage au niveau de son expertise et donc il est plus à même à s'imposer sur le marché puisqu'il y a un réel intérêt d'aller chez ce fournisseur, de lui prendre un service plutôt que simplement acheter le bien parce qu'il a une expertise, il sait comment faire la maintenance de ce produit, il sait comment le réparer et donc il sera plus efficace que n'importe qui d'autre pour ce faire. Alors, cette société qui va fournir un produit en tant que service, elle peut le faire elle-même ou bien elle peut faire appel à un tiers. Par exemple, une société de leasing, ce qu'on voit très fréquemment en pratique. Quelques exemples, alors des systèmes d'éclairage, systèmes de chauffage, ventilation, ascenseurs, ça ce sont des choses, des produits en tant que service qu'on voit très couramment en pratique. Une un peu plus originale, mais pour bien comprendre le mécanisme, c'est une société qui fournit un produit en tant que service qui s'avère être en réalité des dalles de tapis. Donc, une société de leasing, c'est le tiers, propose des dalles de moquette certifiées Cradle to Cradle. Ça, c'est un label pour des produits circulaires. Certifié Cradle to Cradle du fabricant Target, le fabricant des dalles de tapis, dans un concept full service. Le client final n'est pas propriétaire de la moquette, mais il peut profiter sans souci du matériau, mais surtout de tous les services nécessaires allant de pair pour un prix mensuel forfaitaire au mètre carré. Et surtout, le fabricant garantit le recyclage certifié de tous les matériaux utilisés qui servent de matière première pour la fabrication de nouveaux revêtements de sol. Quelques petites remarques sur ce concept qui est assez original, assez novateur et très favorable à l'économie circulaire. Ce PaaS, donc Product as a Service, des produits en tant que service, les contrats de leasing qui sont conclus pour ce faire, il faut bien comprendre que ce sont des outils. C'est pas l'idée ici, le propos n'est pas de dire le contrat de leasing par nature est favorable à l'économie circulaire. Non, c'est un outil qui peut être utilisé en faveur de l'économie circulaire. Évidemment, encore faut-il l'utiliser à bon escient. Ici, on voit que ce qui est très important dans ce service,
c'est qu'on vend finalement des dalles de tapis qui ne sont pas des dalles de tapis ordinaires, mais simplement qui sont certifiées circulaires et qu'il y a un engagement dans le chef du fabricant à garantir le recyclage de ces matériaux en fin de vie. Il y a cette garantie, mais il faut aussi savoir que c'est le concept qui permet de rendre ça intéressant pour le fabricant. Parce que de nouveau, le fabricant ne peut pas s'engager à garantir le recyclage des moquettes si une fois qu'il les a vendues, il n'en est plus propriétaire. Donc, de nouveau, c'est le principe que le fabricant reste propriétaire tout au long du cycle de vie du produit qu'il vend comme un service, qui va rendre possible cette certification circulaire du produit. Deuxième concept que je voulais passer en revue, c'est le Bauteam que j'ai choisi de voir en même temps que les contrats design and build. Dans un schéma traditionnel de construction, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez un maître de l'ouvrage qui va charger un architecte de la conception de son ouvrage et du contrôle de l'exécution des travaux, donc les deux missions dont les architectes ont le monopole. Et ensuite, une fois que l'ouvrage est conçu par l'architecte et par les autres bureaux d'études, le cas échéant, qui accompagnent l'architecte, le maître de l'ouvrage va choisir un entrepreneur, éventuellement sur les conseils de son architecte, pour bâtir l'ouvrage. Et il va conclure un contrat d'entreprise de construction avec cet entrepreneur. Donc le schéma classique, trois acteurs, maître de l'ouvrage, architecte, entrepreneur, et deux étapes. Première étape, le contrat d'architecture. Deuxième étape, le contrat de construction. Le Bauteam, c'est un nouveau modèle de collaboration. Donc, on va s'écarter du schéma traditionnel. On va développer un nouveau modèle qui, en réalité, s'est développé à partir de certains problèmes qu'on a identifiés dans la pratique, qui sont surtout valables pour les gros projets. Premièrement, premier problème, premier besoin identifié, le besoin de réduire la durée totale de la phase de construction. La division stricte des tâches de conception et d'exécution va conduire à un processus statique dans lequel chaque phase se déroule séparément et séquentiellement. Ça crée des problèmes de communication puisqu'on a deux phases totalement distinctes. L'architecte et l'entrepreneur ne peuvent pas communiquer, du moins pas en amont. Évidemment, ils vont communiquer à la phase de chantier puisque l'architecte a également une mission de contrôle de l'exécution des travaux. Mais malgré tout, au stade de la conception, on ne communique pas. Et donc, ça peut poser certains problèmes qui vont allonger la durée totale de la phase de construction. Un besoin d'optimiser les coûts de construction. En réalité, de nouveau, quand la phase de conception et d'exécution sont totalement distinctes, on a un risque élevé de travaux supplémentaires. Tout simplement parce que l'architecte, il va établir ses plans, mais il n'a pas toute l'expertise requise pour savoir exactement les implications que ces choix constructifs vont avoir en cours de chantier. Le fait d'aller chercher l'entrepreneur et permettre à l'entrepreneur, au constructeur directement au stade de la conception, d'aller donner son expertise, d'aller accompagner l'architecte et les autres intervenants au Bauteam dès la phase de conception, ça va permettre justement d'éviter cette nécessité d'avoir des travaux supplémentaires qui sortent de nulle part en cours de chantier et donc éviter une incertitude quant au prix. Donc, on ne parle pas nécessairement ici de réduire le prix, mais d'optimiser les coûts de construction. Enfin, un besoin d'améliorer la qualité et la fonctionnalité de la construction. Vous l'aurez compris, c'est de nouveau la même chose. Il faut que les intervenants à l'acte de construire puissent être consultés en amont, puissent directement apporter leur expertise aux architectes, aux bureaux d'études, aux maîtres de l'ouvrage dès la conception de l'ouvrage. Ça va permettre d'avoir un bâtiment de meilleure qualité et plus fonctionnel. La solution, c'est le Bauteam, tout simplement. Alors, une définition du Bauteam, il y en a d'autres. J'en ai pris une dans la doctrine juridique. C'est l'association, durant la phase de conception du projet, entre les concepteurs du projet et les exécutants, en présence du maître de l'ouvrage et de son délégué. Donc, en réalité, le Bauteam, ce n'est rien d'autre qu'un contrat d'association. On va se mettre ensemble pendant la phase de conception, tous ensemble. On met tout le monde autour de la table pour concevoir le projet et pas simplement les concepteurs. Donc, très important, dès la phase de conception, on invite les exécutants autour de la table.
Il s'agit donc d'un contrat de prestation de service entre le maître de l'ouvrage et tous les acteurs du BOW Team, consistant à collaborer et assister le maître de l'ouvrage durant la phase de conception. Une fois que le processus de conception est achevé, le BOW Team en lui-même est dissous, mais on va le maintenir le plus souvent en vie en signant un contrat de construction pour l'exécution du chantier avec l'entrepreneur qui était invité à la table du BOW Team, qui va pouvoir poursuivre son dialogue avec les concepteurs. C'est donc le passage d'un processus de construction chronologique traditionnel à un processus de construction intégré. Les avantages, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Les avantages du BOW Team, premièrement, ça permet d'améliorer la qualité du projet, puisque dès la conception, les conseils et les avis des exécutants seront pris en compte et surtout les techniques spécifiques qu'ils maîtrisent seront intégrées au projet. Ça permet de réduire la durée de réalisation du projet, comme je l'ai dit, en évitant certains incidents susceptibles de survenir au cours du chantier en raison d'un défaut de communication, d'une mauvaise communication entre les concepteurs et les exécutants. Et enfin, ça permet d'optimiser les coûts de construction. La participation de l'entrepreneur à la phase initiale du projet permettra d'affiner au mieux les budgets et de connaître plutôt le coût réel du projet. On évite donc les suppléments. Comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessairement le but de faire le moins cher possible, mais on optimise les coûts de construction, on évite les mauvaises surprises. Alors finalement, tout ça c'est bien beau, mais quel est l'intérêt du BOW Team pour l'économie circulaire? Alors travailler en BOW Team, je pense qu'on peut l'affirmer, c'est une solution potentiellement intéressante pour promouvoir l'économie circulaire. L'idée, c'est d'évoluer vers plus de collaboration, plus de communication entre les différents intervenants dans la définition des moyens et des stratégies à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de l'économie circulaire. Je reprends ma remarque de tout à l'heure. Ici, le BOW Team, bien sûr, ce n'est pas en soi quelque chose de favorable à l'économie circulaire. C'est un outil qu'on peut mettre à profit pour favoriser l'économie circulaire. Encore faut-il l'utiliser à bon escient. Je prends quelques exemples pour qu'on comprenne mieux. Premier exemple, dans la conception et la réalisation d'un projet circulaire, une difficulté qui peut se poser est la disponibilité des produits réemployés recyclés. Donc, plus un projet immobilier va réemployer des produits ou utiliser des produits recyclés ou même recycler et réemployer les produits qu'il ressort de son projet de rénovation, par exemple, plus ce sera un projet circulaire. Dans le schéma traditionnel, vous avez un entrepreneur qui va recevoir le cahier des charges avec éventuellement des clauses circulaires, avec des exigences en matière de réemploi, en matière de recyclage, mais qui, une fois qu'il a reçu son cahier des charges, va devoir se débrouiller pour trouver ces matériaux, réemployer, recycler. Eh bien, avec le BOW Team, ça permet d'emblée d'impliquer au stade de la conception l'entrepreneur ou même le fournisseur de matériaux réemployés et recyclés qui va pouvoir guider le projet, mettre les bons matériaux au bon endroit, les matériaux disponibles. Un autre exemple, c'est un enjeu majeur de la circularité, c'est évidemment réduire les déchets qui seront générés par la construction. L'idéal, c'est de ne pas en générer du tout, mais sinon, on essaye d'en générer le moins possible. Et enfin, si on en génère quand même, on essaye de pouvoir les recycler ou en tout cas les amener vers des filières durables. Le BOW Team, ça va permettre d'impliquer les différents corps de métier dès la conception du projet. Et donc, on va bénéficier de l'expertise de l'entrepreneur, du démolisseur en termes de déchets de construction au moment de la conception du projet. Expertise que je suppose un démolisseur s'y connaît quand même mieux en déchets de construction, qu'un simple architecte lambda. Une figure voisine, je vais dire, qui n'est pas à confondre, mais qui pour moi est une figure voisine du BOW Team, c'est les contrats Design and Build. L'expression Design and Build, ça désigne un contrat par lequel un maître de l'ouvrage confie à une seule personne, un seul prestataire, la mission à la fois de concevoir un bâtiment, mais également d'en réaliser ensuite la construction. Donc, Design and Build à la même personne.
Les contrats design and build se caractérisent en réalité par la très grande liberté qui va être laissée au prestataire pour réaliser sa mission. Aussi bien au niveau de la conception de l'ouvrage qu'au niveau de la construction de l'ouvrage, eh bien, le prestataire va avoir une très grande liberté quant aux méthodes et aux moyens qu'il va mettre en place, qu'il va utiliser, mais, très important, avec évidemment la condition d'atteindre le résultat escompté. Donc, on va demander d'atteindre un résultat. Il fait comme il veut pour l'atteindre, mais il doit l'atteindre. Alors, au-delà des seules conceptions et réalisations de l'ouvrage, donc les contrats design and build classiques, vous avez certaines formules qui vont plus loin, qui sont plus élaborées, qui sont destinées à engager le prestataire du maître de l'ouvrage pour une durée plus longue, qui peut correspondre à une partie, voire même à tout le cycle de vie du bâtiment. Des exemples assez classiques, DBFM, Design, Build, Finance and Maintain, ou DBFMO, Design, Build, Finance, Maintain and Operate, qui sont des contrats qu'on rencontre très fréquemment dans les partenariats privés-publics. Alors, de nouveau, la même question, tout ça c'est bien beau, mais pourquoi est-ce qu'on parle des contrats Design and Build? En quoi les contrats Design and Build vont favoriser l'économie circulaire? Je refais de nouveau ma remarque habituelle, c'est un simple outil qu'on peut utiliser, mais encore faut-il l'utiliser à bon escient, de la bonne manière. En réalité, les contrats Design and Build peuvent aider à promouvoir l'économie circulaire parce que si on implique la personne qui va être en charge des phases ultérieures du cycle de vie d'un ouvrage dès le stade de sa conception, de la conception de cet ouvrage, eh bien cette personne, on va l'encourager à poser en amont des choix durables et circulaires. De nouveau, je reprends mon exemple de la démolition. Si la personne elle est encore en charge de l'ouvrage au stade de la démolition, elle va réfléchir à deux fois à cette dernière phase du cycle de vie du bâtiment. Elle va poser des choix qui permettront de récupérer, recycler, etc., les matériaux démontés ou démolis. L'autre facette toujours de cette même idée, c'est que le maître de l'ouvrage, et de nouveau, je reviens à ma notion d'outil, un outil qu'on peut utiliser de plusieurs manières, encore faut-il l'utiliser de la bonne manière, eh bien, le maître de l'ouvrage, dans le cadre d'un contrat de type design and build, il va pouvoir imposer à son partenaire des exigences de résultats relativement aux phases d'utilisation et de fin de vie de l'ouvrage, donc des exigences en termes de circularité. Et alors, c'est au prestataire de se débrouiller. Il utilise les méthodes, les moyens qu'il veut, mais il doit atteindre ce résultat. Je prends un exemple. En réalité, je vais citer la forme. Je n'ai pas d'exemple concret. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Si quelqu'un a un exemple, on est preneur. Un exemple concret de cette forme, on est preneur. Mais on commence à parler d'une forme vraiment extensive des contrats, des modèles Design and Build, qui serait un DBFMD, donc Design, Build, Finance, Maintain et Deconstruct. Donc, on irait jusqu'à la déconstruction. On chargerait le prestataire également de la déconstruction de l'ouvrage. Évidemment, dans une telle formule extensive, le prestataire devrait donc, dès le stade de la conception, étudier les possibilités de déconstruction de l'ouvrage. Je passe maintenant au dernier point de notre présentation, comme je l'ai dit, à mon sens le plus important, qui sont les marchés publics circulaires. Comment promouvoir la circularité au travers des marchés publics, et je laisse la parole à Maïti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents à notre second webinaire sur la circularité dans le secteur immobilier. Alors, ensemble, on va parcourir et voir ensemble la circularité en matière de marché public. Dans un premier temps, quelques petites remarques préliminaires. Le but ici, c'est de vous donner quelques outils, quelques bonnes pratiques pour intégrer au mieux les aspects circulaires, environnementaux dans les marchés publics de travaux de construction. Ici, on va se focaliser plus sur les marchés de travaux parce que c'est le thème de notre séminaire, mais il faut se dire que dans les explications qui seront données, bien sûr, certaines choses pourront aussi s'appliquer à des marchés
de services ou de fournitures. C'est juste que dans ce cadre-ci, pour un peu délimiter et pas s'éparpiller, on va se concentrer sur les marchés publics de travaux. En guise de remarque préliminaire aussi, les marchés publics, c'est une matière qui est fédérale. Et du coup, même si ici on va plutôt parler de la région wallonne, il faut savoir qu'il y a des règles qui vont s'appliquer au niveau fédéral, avec ici, on va mettre en avant certains outils, certaines pratiques ou certaines études qui ont été menées plutôt par la région wallonne. Alors, comme Sean l'a dit, les marchés publics constituent un levier qui est important pour la transition vers une économie circulaire. En quoi les marchés publics peuvent finalement promouvoir l'économie circulaire? Du côté des pouvoirs adjudicateurs, donc ici plutôt du côté de la demande, c'est un moyen d'offrir d'énormément de débouchés. Les marchés publics finalement, c'est proposer des emplois, tant en termes d'innovation, d'exécution de travaux. C'est aussi un moyen de soutenir la politique industrielle et créer de la valeur pour la société et l'économie belge. Finalement, en fait, le secteur public, c'est une demande qui est importante sur le marché, une demande qui est aussi importante que dans le secteur privé finalement. Et enfin, les marchés publics servent aussi d'exemple. Comme vous le savez sans doute, les marchés publics font l'objet d'une certaine publicité. Quand on a l'opportunité pour un pouvoir adjudicateur de pouvoir lancer un marché public, généralement, il y a une publicité qui permet justement de servir d'exemple, qui est plus large que dans le secteur privé. Et enfin, du point de vue des opérateurs économiques, ici plus du côté de l'offre, les marchés publics, il faut voir ça aussi comme une réelle opportunité économique, une opportunité de proposer des services variés et innovatifs. Et quand on sait qu'il y a une demande qui est là, il faut voir ça aussi comme une opportunité de développer des services variés et innovatifs dans un secteur qui les soutient. Évidemment, du point de vue des opérateurs économiques, il faut voir ça comme un investissement qui sera rentable parce qu'il y a une demande particulière du côté des pouvoirs adjudicateurs. Et pourquoi est-ce que j'explique ça du point de vue aussi bien des pouvoirs adjudicateurs que des opérateurs économiques? C'est parce qu'on a vu aussi aujourd'hui que dans le panel de participants, on a des gens issus du secteur privé comme du secteur public. Dans mes prochaines explications, il y a certaines choses qu'on va voir plutôt du côté du pouvoir adjudicateur, mais ayez à l'œil que c'est tout aussi pertinent pour les opérateurs économiques qui peuvent ainsi anticiper les demandes et les exigences futures des pouvoirs adjudicateurs. C'est aussi important et pertinent pour les opérateurs économiques et plus particulièrement uniquement dans le secteur privé, parce que même si ici on parle de secteur public, dans le secteur privé, il faut savoir que contractuellement, on pourrait imposer et négocier ce qu'on veut. Donc en fait, ici, on va parler pas mal de clauses environnementales. Ces clauses, elles peuvent également servir pour les acteurs privés. Elles peuvent servir de source d'inspiration. En 2021, il y a eu une étude qui a été menée par l'Observatoire de la commande publique wallonne qui a interrogé en fait différents pouvoirs adjudicateurs. Et à travers cette étude, on a remarqué que les pouvoirs adjudicateurs n'intégraient pas toujours, ou en tout cas pas systématiquement, les aspects environnementaux et circulaires dans leur marché public. En tout cas que la fréquence d'intégration de ces aspects circulaires environnementaux était très variable. Juste petite parenthèse, c'est une étude qui a été menée et qui a interrogé certains pouvoirs adjudicateurs, mais l'étude n'avait pas non plus pour vocation d'être généralisée. Mais à travers les pouvoirs adjudicateurs qui ont été interrogés, on a remarqué qu'il y avait plusieurs causes du fait que les aspects environnementaux et circulaires n'étaient pas toujours
intégrés dans les marchés publics. Et quelles sont ces causes? Elles sont de 4 natures. Premièrement, il y a un manque de formation. Les pouvoirs adjudicateurs ne sont toujours pas formés ou pas assez formés sur tout ce qui concerne les clauses environnementales. Il y a aussi, deuxièmement, un manque d'information de la part des pouvoirs adjudicateurs. Alors, les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas toujours une connaissance ou alors ont une connaissance partielle des outils qui permettent d'insérer des aspects environnementaux ou circulaires dans les marchés publics. Troisièmement, de la part des pouvoirs adjudicateurs, il y a parfois aussi un manque de financement, ou en tout cas un besoin de financement supplémentaire pour pouvoir améliorer la performance environnementale dans les marchés publics. Et finalement, et surtout, il y a une crainte des pouvoirs adjudicateurs de voir l'offre se réduire. La peur, elle est la suivante. Certains pouvoirs adjudicateurs ont l'impression qu'en augmentant leur exigence en matière de circularité dans les marchés publics, ils risquent d'avoir une offre des soumissionnaires qui serait moins importante. En réalité, à travers tous les soumissionnaires, tous les pouvoirs adjudicateurs qui ont été interrogés, on remarque que ce n'est pas le cas, que l'offre n'a pas diminué. Toujours dans cette étude qui a été menée par l'Observatoire de la commande publique wallonne, cette étude a mis en avant certaines pistes pour pouvoir améliorer la performance circulaire des marchés publics de travaux. Et ici, en l'occurrence, pour ce séminaire, on va mettre en avant certaines pistes. Je vais d'abord toutes les citer. Premièrement, un moyen d'améliorer cette performance circulaire, c'est de développer et diffuser la formation en marché de travaux circulaires. Deuxièmement, ce serait de développer et diffuser les outils existants. Troisièmement, ce serait d'intégrer des aspects environnementaux dans les marchés d'auteurs de projets. On y reviendra. Ce serait également de développer des clauses type environnementales. On verra ça aussi plus tard. Et enfin, c'est promouvoir des expériences positives d'intégration de clauses environnementales. Alors, premièrement, comment favoriser la performance circulaire des marchés publics de travaux? C'est de s'informer au mieux, c'est de suivre des formations. Et pour cela, ici, j'ai listé juste quelques canaux de formation que vous pouvez suivre pour être mieux informé à ce sujet. J'ai cité ici le site du guide des achats durables qui est géré par l'Institut fédéral pour le développement durable. C'est un outil en ligne qui rassemble des informations juridiques et pratiques pour réaliser des achats plus respectueux de l'environnement et éthiquement et socialement responsables et circulaires. Si vous allez sur le site, vous allez voir plusieurs catégories comme construction et énergie, déchets et recyclage, enfin, c'est listé. Et alors là-dedans, vous allez pouvoir retrouver différents critères qui ont déjà été élaborés par différents organismes ou institutions. Donc, je vous invite à aller consulter ce site. En région wallonne, on a aussi le helpdesk achat public responsable que vous pouvez contacter via l'adresse email que j'ai notée sur les slides. C'est un service qui est accessible aux agents du service public de Wallonie, aux unités d'administration publique et aussi aux pouvoirs locaux wallons. C'est un helpdesk que vous pouvez contacter pour tout projet d'achat circulaire que vous souhaitez faire et qui va vous proposer un soutien individuel et disons sur mesure. Donc, ce helpdesk pourrait vous aider à insérer des clauses environnementales, circulaires, sociales, éthiques dans votre cahier des charges et peut aussi vous aider, après remise des offres, de faire une analyse aussi sur base de ces critères-là. Et enfin, une autre initiative qui a été lancée en région wallonne, c'est le Green Deal achat circulaire, le GDAC. C'est un accord volontaire de partenaires publics et privés qui a été lancé en 2019
En fait, les participants signent une convention et ils s'engagent pour une durée de 3 ans, soit en tant qu'acheteur public, soit en tant que facilitateur à mettre en œuvre des projets circulaires. Je crois que pour les acheteurs, on s'engage à faire 2 projets pilotes sur ces 3 années-là. Et en tant que facilitateur, on s'engage à mettre en œuvre 2 actions pour soutenir les acheteurs dans cette démarche-là. Et en termes de formation, tous les participants de ce réseau, finalement, peuvent bénéficier d'un soutien grâce au réseau d'apprentissage du GDAC. Il y a des ateliers qui sont organisés, des événements. Vous pouvez recevoir aussi des newsletters concernant certaines informations pratiques sur l'actualité, etc. Donc, je vous invite à vous former à travers ces différents canaux. Alors, pour favoriser les aspects circulaires en marché public, on peut avoir recours à ce qu'on appelle la consultation préalable du marché, qui est prévue par l'article 51 de la loi relative au marché public du 17 juin 2016. Dans les slides, si vous voyez uniquement la référence à loi marché public, c'est bien la loi du 17 juin 2016 relative au marché public. En quoi consiste finalement cette consultation préalable et en quoi est-ce qu'elle peut aider à favoriser ou en tout cas à intégrer des aspects circulaires dans les marchés publics? C'est la consultation préalable, comme son nom l'indique, sert, si vous voulez, à consulter, à voir ce qui existe sur le marché. Donc en fait, avant d'entamer une procédure de passation de marché, on va consulter le marché pour pouvoir préparer cette passation et informer les opérateurs économiques des projets, de nos projets et de nos exigences, enfin, en tout cas en tant que pouvoir adjudicateur. Et donc finalement, c'est de voir sur le marché quelles sont les solutions possibles par rapport aux besoins de l'adjudicateur. Et pour ce faire, le pouvoir adjudicateur peut demander ou accepter l'avis d'experts indépendants, d'organismes publics ou privés ou d'acteurs du marché. Il faut juste avoir égard au fait qu'une consultation préalable du marché peut être faite à condition qu'elle n'ait pas pour effet de fausser la concurrence et d'entraîner une violation des principes de non-discrimination et de transparence. L'idée, si vous voulez, c'est pas juste de savoir que, en tant que pouvoir adjudicateur, j'ai un ami qui a une entreprise et en fait, finalement, je vais le consulter que lui et finalement, je vais passer ma procédure de marché. Il sera favorisé là-dedans, ce n'est pas le but. Et quels sont les avantages finalement de faire une consultation préalable du marché? Ça permet de compenser un éventuel déficit de connaissances en matière d'offres ou de techniques circulaires disponibles. En effet, en tant que pouvoir adjudicateur, on n'a pas forcément la formation requise ou toutes les connaissances requises. La consultation préalable permet aussi d'affiner les besoins et les ambitions du pouvoir adjudicateur en les objectivant face aux réalités du marché. Finalement, un pouvoir adjudicateur a besoin d'ouvrir, de consulter le marché pour se dire, OK, qu'est-ce qui existe sur le terrain, sur le marché, et en fonction, adapter aussi ses propres besoins. Ça permet aussi d'éviter d'édicter des clauses qui sont trop larges ou trop imprécises, ou inversement trop approfondies ou trop ambitieuses, qui ne permettraient pas en fait de trouver une offre correspondante. Et donc, j'en reviens au dernier point, cette consultation préalable permet que l'appel soit le plus équilibré possible entre le besoin de circularité et les offres qui sont disponibles. Un autre moyen également de promouvoir les aspects circulaires dans son marché de travaux, c'est de faire un marché d'auteur à projet préalablement à son marché de construction. On part en fait du constat, et ça, c'est un constat qui a été conclu par l'Observatoire
via l'étude de l'Observatoire de la commande publique wallonne, elle a constaté qu'en fait, toutes les expériences positives en termes de marché public qui ont intégré des clauses environnementales font souvent suite à un marché auteur de projet. L'idée, c'est que, en fait, via le marché d'auteur à projet, on va pouvoir plus facilement imposer, intégrer des aspects environnementaux dans son marché de travaux. Donc, c'est, entre guillemets, une porte assez idéale pour introduire massivement des aspects environnementaux dans son marché de travaux. Et donc, une des pistes ou un des conseils, c'est alors d'intégrer systématiquement dans son cahier des charges de marché d'auteur de projet la nécessité d'insérer des aspects environnementaux circulaires dans le projet de marché public de travaux qui suivra. Enfin, il y a le partenariat d'innovation. Il est tout à fait possible et probable qu'après, par exemple, une consultation de marché, on se rend compte, en tant que pouvoir adjudicateur, que sur le marché, il n'existe pas de produits, de services ou de travaux qui permettent de satisfaire les besoins du pouvoir adjudicateur et que du coup, il y a une innovation qui est nécessaire pour créer le produit, le service ou les travaux recherchés et demandés. Le partenariat d'innovation, qui est prévu par l'article 40 de la loi sur les marchés publics, c'est une réelle procédure de passation à part entière. Et si vous voulez, elle permet, cette procédure de passation, de créer vraiment des produits, des services, des travaux spécifiquement pour ce pouvoir adjudicateur-là. Car le produit, le service ou les travaux en question n'existent pas encore. Et donc, cette procédure de passation, elle est caractérisée par 3 phases différentes. La sélection qualitative, on va déterminer quels sont les opérateurs économiques capables d'exécuter le marché. On va avoir une phase de remise et de négociation des offres. Là, il faut faire attention toujours au principe d'égalité et de transparence. Durant cette phase de négociation, il faut faire attention que tous les soumissionnaires, tous les opérateurs économiques puissent avoir accès aux mêmes informations. Il y aurait une violation du principe d'égalité et de transparence si, au moment des négociations, on fait parvenir à un opérateur économique en particulier certaines informations qui lui permettraient d'améliorer son offre et qu'on ne donnerait pas ces mêmes informations-là à un autre opérateur économique. Enfin, troisième phase du partenariat d'innovation, c'est l'exécution du partenariat. Et là, c'est ce qui caractérise le plus le partenariat d'innovation par rapport aux autres procédures de passation de marché, c'est que l'exécution se déroule en étapes successives qui passent par la recherche, à la fabrication du produit et à l'exécution des travaux en passant éventuellement par une phase de prototype. Et donc ici, c'est vraiment la phase de recherche et de fabrication qui permet de distinguer ce partenariat d'innovation des autres procédures de passation. Enfin, on va faire un petit focus sur les clauses environnementales qui peuvent être du coup insérées dans tous les marchés publics quelconques, peu importe finalement la procédure de passation choisie, peu importe s'il y a une consultation préalable du marché ou pas. Ici, on va vraiment se focaliser sur les clauses qui peuvent être intégrées dans les marchés publics, ou en tout cas qui pourraient servir d'inspiration même dans les marchés privés. Alors, les clauses environnementales, finalement, c'est très large comme notion. Le droit des marchés publics prévoit un cadre qui permet de rendre les marchés plus verts, plus durables ou plus éco-responsables. Et donc, les clauses environnementales, ce sont finalement des stipulations, généralement dans le cahier des charges, qui permettent de limiter les effets négatifs ou d'encourager les effets positifs sur le sol, l'air, l'eau, la biodiversité,
de réduire la consommation de ressources naturelles ou d'énergie, de prévenir et valoriser les déchets et, de façon générale, d'éviter ou limiter les atteintes à l'environnement. Il faut distinguer les clauses environnementales dont on va discuter du respect de la législation environnementale qui finalement doit toujours être respectée. Généralement, dans un cahier des charges, vous allez avoir une stipulation, une clause générale qui va imposer au pouvoir, plutôt à l'adjudicataire, donc au soumissionnaire, de devoir respecter la législation environnementale. Finalement, c'est respecter la loi, donc ça, c'est toujours imposé. Ici, les clauses environnementales, c'est plus flexible et c'est adapté en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur qui lance le marché. Alors, il y a quand même un cadre juridique prévu dans la législation relative au marché public, donc celle de 2016, oui. Ici, je vous ai mis dans les slides les articles pertinents et j'ai distingué les articles pertinents pour les secteurs classiques et pour les secteurs spéciaux, donc le secteur de l'eau, des transports, de l'énergie, des services postaux. Mais l'idée, c'est que ici, on va discuter de façon générale des clauses environnementales, sans forcément distinguer secteurs classiques, secteurs spéciaux, parce que en fait, les règles sont similaires. Il n'y a pas des règles particulières dans les secteurs spéciaux ou dans les secteurs classiques en ce qui concerne les clauses environnementales. Bien que ces clauses peuvent être définies assez librement, les clauses environnementales dans un marché public doivent toujours être liées à l'objet du marché et être indiquées dans les documents du marché. Ça, c'est pour une question d'égalité et de transparence. Et les clauses environnementales, il faut savoir qu'elles peuvent se traduire de différentes façons dans un cahier des charges, soit via des conditions d'exécution, soit via les spécifications techniques, via les critères d'attribution ou via les critères de sélection également. Et ici, on va commencer par les critères de sélection. Comment finalement insérer des aspects circulaires environnementaux dans les critères de sélection? Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que sont les critères de sélection? Alors, un critère de sélection va permettre pour un pouvoir adjudicateur de vérifier que les soumissionnaires ont la capacité nécessaire pour exécuter le marché. Ces critères de sélection peuvent avoir trait soit à l'attitude à exercer l'activité professionnelle, à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire. Par exemple, pour l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, ça peut être l'exigence de prouver que le soumissionnaire est inscrit dans un registre professionnel particulier. Par exemple, pour les architectes, d'être inscrit à l'ordre des architectes. Concernant la capacité économique et financière, ça peut être de devoir prouver l'état financier de l'entreprise, de transmettre les chiffres d'affaires global et aussi du domaine d'activité concerné pour éviter finalement qu'un soumissionnaire en cours d'exécution de marché fasse faillite. Donc voilà, et concernant les capacités techniques et professionnelles, c'est de savoir finalement que le soumissionnaire en question a les capacités, a l'expérience requise aussi pour pouvoir exécuter le marché public sans problème. Il faut savoir que les critères de sélection, même si un pouvoir adjudicateur peut les définir assez librement, il y a quand même certaines restrictions, certaines conditions à respecter et qui sont prévues par la législation relative au marché public. Il y a la loi marché public dont on a déjà parlé, et puis il y a aussi les arrêtés, les arrêtés passation dans les secteurs classiques et dans les secteurs spéciaux. Les critères de sélection, ça c'est plutôt théorique, mais je vais parcourir ça rapidement.
doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché. Ils doivent tenir compte de l'objet, de l'étendue et de la difficulté du marché. En ce qui concerne plus particulièrement la capacité technique et professionnelle, un pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions pour s'assurer que les opérateurs économiques disposent des ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaire pour exécuter le marché à un niveau de qualité approprié. Mais ce niveau de qualité approprié, tel qu'il est demandé par le pouvoir adjudicateur, doit être proportionné à l'importance et à la complexité du marché. Pour vous donner un exemple concret et peut-être un peu extrême, si un pouvoir adjudicateur a envie de lancer un marché pour construire, disons, une cabane dans un jardin public, une petite cabane pour être dans l'extrême, on ne pourrait pas exiger d'un soumissionnaire, d'un opérateur économique, de devoir répondre à un degré de ressources humaines et techniques si important pour un marché, on va dire, dont l'importance ou la complexité est inférieure. Et aussi, du point de vue des opérateurs économiques, finalement, ce ne serait jamais économiquement intéressant pour eux si le montant, par exemple, de ce marché-là est peu important, mais qu'ils doivent mettre en œuvre des ressources humaines et techniques si importantes et préparer une offre qui lui prendrait énormément de temps. Donc, finalement, l'offre sera réduite aussi. Pour ce qui concerne oui, les secteurs spéciaux, j'ai mis les articles qui sont applicables. Maintenant, plus concrètement, on va voir ensemble certaines clauses de critères de sélection qui peuvent être insérées dans le cahier des charges. Alors ici, les différentes clauses seront plutôt relatives à la capacité technique et professionnelle de l'opérateur économique. Juste entre parenthèses, ce sont des exemples. Donc ici, ce n'est pas l'idée d'être exhaustif et c'est l'idée de donner des pistes de réflexion, bien sûr en fonction du marché en question, des besoins aussi du pouvoir adjudicateur en question. Il faudra les adapter, il faudra en ajouter d'autres, il faudra être parfois plus créatif ou moins créatif. Voilà. Un exemple de clause concerne la référence à un projet de construction circulaire. Un pouvoir adjudicateur pourrait prévoir d'exiger le respect des principes de construction circulaire dans au minimum une des références qui devra être fournie par le soumissionnaire dans son œuvre et qui doit porter sur l'objet du marché qui serait, dans ce cas-ci, la rénovation ou la construction d'un bâtiment dans le respect des principes de la construction circulaire. Donc, un pouvoir adjudicateur pourrait demander soit une référence à un autre marché ou un autre projet, deux références, voire plus, et de demander également au soumissionnaire de prouver ou d'expliquer, en tout cas dans une note, comment il a intégré ces principes de construction circulaire. Parce qu'en effet, il y a une différence entre exiger une référence, voilà, formellement, on soumet une référence, on coche la case, mais aussi, il faut que cette référence soit pertinente. Il faut que concrètement, elle soit de qualité aussi. Et donc, c'est aussi l'idée de pouvoir demander une note explicative à ce sujet. Aussi, on pourrait envisager que cette référence doive porter sur une valeur d'exécution totale d'une valeur d'au moins X euros à déterminer, et tout en précisant que ce montant total doit porter sur les postes qui sont réalisés en respectant les principes de la construction circulaire d'un marché de travaux plus global. Par exemple, il faudrait, si vous voulez, éviter qu'un soumissionnaire propose une offre, donne une référence d'un autre marché qu'il a exécuté, mais dont l'aspect circulaire ne représenterait finalement que 0,5% du marché de travaux global qu'il a exécuté. Il faut que cette référence-là soit pertinente en termes de valeur aussi.
On pourrait également exiger une qualification et une expérience particulière du responsable de projet. On pourrait lui demander d'avoir une expérience dans la désignation des technologies environnementales et des innovations conceptuelles qui seraient indispensables pour obtenir une amélioration des performances environnementales du projet. On pourrait exiger que ce même responsable de projet ait de l'expérience dans la participation de l'évaluation financière des technologies environnementales et des innovations conceptuelles dans le cadre de l'exécution de projets. On pourrait aussi exiger que ce responsable de projet ait une expérience dans le recours à des outils d'appréciation globale dans la conception, l'évaluation d'un bâtiment plus performant sur le plan environnemental qui comprendrait le coût et l'analyse du cycle de vie. Pareil, en fait, finalement, pour l'expérience qu'on pourrait demander de l'équipe de projet concernée. Par exemple, on pourrait exiger que cette équipe de projet en question ait une expérience dans l'acquisition, l'installation et la vérification de matériaux de construction qui ont une faible incidence sur l'environnement. On pourrait exiger que les travailleurs, ceux qui travailleront sur ce projet de construction, soient formés à l'utilisation de matériaux durables et à la gestion de déchets et d'utilisation d'énergie renouvelable. Voilà, ce sont tous des exemples de clauses qui pourraient être insérées, adaptées, également en fonction du marché que vous voulez lancer. Enfin, au niveau des critères d'attribution, à distinguer des critères de sélection, ici les critères d'attribution, c'est vraiment les critères qui vont permettre d'évaluer les offres et de finalement attribuer le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse. Parce que c'est ça finalement. La loi sur les marchés publics oblige à offrir, en tout cas à attribuer le marché à l'offre qui est la plus intéressante en termes de qualité-prix. Les critères d'attribution peuvent être basés sur différents aspects du marché, tels que le prix, les techniques de travail proposées, les délais, le respect de l'environnement. Et le plus important, c'est que ces critères d'attribution, ils doivent être au préalable mentionnés dans les documents du marché. On ne pourrait pas envisager de modifier substantiellement ces critères par après au risque de violer le principe d'égalité et de transparence. À nouveau, ici, j'ai listé quelques exemples de clauses qui peuvent être insérées dans les critères d'attribution. On pourrait, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais on pourrait envisager comme critère d'attribution d'exiger de la part du soumissionnaire de soumettre un plan d'action qui porte sur la manière dont le soumissionnaire pourra garantir la circularité dans le marché en incluant certains aspects comme sa vision de la conception entièrement circulaire pendant la durée de l'accord, sur le listing des incitations financières qui pourront aider au redéploiement ou la rénovation circulaire. On pourrait envisager aussi d'exiger qu'ils doivent expliquer son business model pour donner corps, pour donner vie aux ambitions circulaires du marché, et aussi lui demander de décrire les émissions de CO2 envisagées lors de la production et du transport des produits et matériaux en question, d'expliquer par exemple le processus de production, de transport, le lieu de production, le type de transport aussi, comment est-ce que le produit va être transporté de l'usine au chantier, et aussi par exemple toutes les mesures que le soumissionnaire peut prendre pour réduire les émissions de CO2. On peut également envisager d'imposer aux soumissionnaires de devoir réaliser une analyse du cycle de vie, aussi exiger de recourir à du contenu recyclé et réutilisé, et comme déjà expliqué, de recourir à des solutions à faible émission pour le transport de matériaux lourds.
voilà, enfin, je vous laisserai le temps de regarder ça plus attentivement de votre côté. Mais le plus important aussi, quand on introduit ce genre de critères, de clauses environnementales dans ces critères d'attribution, c'est d'avoir égard aussi à la pondération entre les critères. L'idée, c'est qu'il faudrait éviter qu'un soumissionnaire investisse énormément dans les produits recyclés et réutilisés, mais qu'en même temps, il aille chercher ces produits dans des pays lointains qui nécessiteraient finalement un coût de transport en termes d'émissions de CO2 qui serait trop élevé. Donc finalement, c'est l'avantage environnemental global qu'il faut prendre en compte. Donc, je vous ai expliqué que les clauses environnementales pouvaient être insérées aussi bien dans les critères de sélection que dans les critères d'attribution et aussi en fait finalement dans d'autres exigences, spécifications techniques du cahier des charges. Et ça, j'y reviendrai très brièvement dans un instant. Et de façon générale, on a constaté que parfois, pour un pouvoir adjudicateur, c'est plus facile d'insérer ces clauses environnementales circulaires dans les critères de sélection, car ces critères ont un caractère plus généraliste qui sert mieux aux ambitions du pouvoir adjudicateur en matière de circularité. Finalement, en exigeant par exemple d'un soumissionnaire qu'il ait déjà une certaine expérience dans le domaine, le pouvoir adjudicateur va prendre moins de risques de surinvestissement temporel et humain, de savoir finalement que la personne qui va exécuter le marché s'y connaît, à l'expérience requise. C'est aussi gage de confiance. Donc finalement, les critères de sélection contribuent davantage à cela que les critères d'attribution qui, eux, réclament plus d'approfondissement et d'exigence pour traduire correctement les ambitions circulaires du pouvoir adjudicateur qui, comme on l'a dit, n'a pas toujours la formation requise ou les outils requis pour pouvoir traduire vraiment dans son cahier des charges ses besoins. Et enfin, les clauses environnementales, elles peuvent aussi être insérées autre part dans le cahier des charges, par exemple dans les clauses techniques. On pourrait également envisager, au-delà des critères de sélection et des critères d'attribution, de fixer certains objectifs qui peuvent être quantifiables et qui permettent de traduire la performance circulaire de l'exécution du marché. Donc finalement, c'est de permettre de baliser, de quantifier les ambitions du marché grâce à certains indices, comme par exemple demander ou d'exiger que le soumissionnaire atteigne un objectif de réduction de consommation électrique à 20%. On pourrait également envisager, dans un cahier des charges, d'introduire un nivellement de ces objectifs-là pour non seulement répondre à ces exigences en tant que pouvoir adjudicateur, mais aussi encourager, soutenir les soumissionnaires à proposer une performance circulaire qui soit supérieure aux exigences minimales. Donc ici, on en reparlera avec le projet que je vais vous présenter, un projet concret, un projet de construction concret, où finalement on a des exigences minimales qui sont imposées par le pouvoir adjudicateur et où le soumissionnaire va recevoir des points supplémentaires si il s'engage à atteindre certaines performances supplémentaires. Je vous ai également listé certains outils, certaines sources d'inspiration qui peuvent vous aider aussi bien dans l'élaboration d'un cahier des charges ou dans d'autres contrats privés, ou en tout cas pour les opérateurs économiques, c'est des documents qui vont vous permettre d'anticiper aussi certains marchés futurs. Je ne vais pas entrer en détail là-dessus, mais il y a le lien en fait dans les slides. Donc vous pouvez à votre aise cliquer sur les liens qui sont dans les slides et regarder à votre aise. Mais donc vous pouvez retrouver différentes clauses environnementales qui peuvent vous aider dans vos marchés.
Et pour finir ma présentation, on va s'attarder sur un projet, un marché public de travaux dit exemplaire. Il s'agit de Greenbiz 2, qui est un projet de construction d'un nouveau bâtiment d'une superficie d'environ 4500 m² et qui a pour but d'accueillir des petites startups qui sont actives en production durable, circulaire et locale. Ce projet se situe dans le quartier Tivoli à Bruxelles. Et si vous voulez, il y a déjà un projet Greenbiz 1 qui a été construit. Le Greenbiz 2 sera, on va dire, situé à côté. C'est un marché public qui a été lancé en 2022. Alors, j'ai lu qu'il allait être attribué en 2023, mais je ne sais pas si entre-temps il a déjà été attribué ou non. Donc, à vérifier, ou en tout cas, on se tiendra au courant. C'est un marché public de services d'auteurs de projets qui est suivi d'un marché de travaux. Donc, comme on l'a vu précédemment, ça peut être utile pour avoir un marché de travaux le plus circulaire possible, qui contient des clauses environnementales et circulaires les plus complètes possibles, d'avoir au préalable lancé un marché public d'auteurs de projets. Pour ce projet, le pouvoir adjudicateur, c'est CityDev Bruxelles, qui est la société de développement pour la région de Bruxelles-Capitale, et c'est une procédure ouverte. Ici, l'idée, c'est que dans ce marché public, il y a plein de clauses environnementales qui sont vraiment intéressantes. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais j'avais envie de voir avec vous un procédé, en tout cas, qui a été intégré dans ce marché public-là, que je trouvais assez intéressant. Alors, ce marché, après avoir échangé avec les opérateurs économiques, a procédé à un nivellement en 3 stades des objectifs de performance afin de garder le marché le plus ouvert possible, mais aussi afin d'inciter le futur adjudicataire à se dépasser en termes de performance circulaire. Je vais m'expliquer. Pourquoi un nivellement en 3 stades? Dans un premier niveau, en fait, le pouvoir adjudicateur a défini ses exigences minimales. Il a imposé certains objectifs qui concernent des postes à complexité assez limitée, et ces objectifs-là, ce sont des exigences minimales auxquelles doivent d'office être respectées. Ensuite, le pouvoir adjudicateur a prévu un deuxième niveau qu'il appelle les opportunités activables. Et en fait, ce sont des objectifs que le soumissionnaire peut librement fixer et dont l'activation va quand même être récompensée par des points supplémentaires lors de la phase d'attribution. Donc, disons que si le soumissionnaire ne respecte pas les exigences minimales, il sera d'office écarté. Donc, il doit au moins respecter le niveau 1. Il peut, mais il ne doit pas respecter le niveau 2. Et enfin, le niveau 3, c'est une fois que le soumissionnaire aura développé, ou en tout cas se sera engagé à développer des objectifs supplémentaires, il sera récompensé si au terme de l'exécution du marché, il arrive à atteindre des performances supplémentaires. Ça, c'est le niveau 3. Et donc, ici, vous voyez, il y a un tableau où il y a une structure par lot, et donc il y a une division par lot, une division en fonction du domaine d'emploi, et puis il y a un pourcentage de performance de réemploi. Je ne vais pas aller en détail du comment ce pourcentage de performance a été établi. Le plus important, c'est de comprendre le mécanisme, ou comment est-ce que ceci ou ce nivellement a été introduit. En fait, toutes les performances sont définies comme des exigences minimales, toutes les performances qui sont supérieures à 30%, et comme opportunité, tous les pourcentages qui sont inférieurs à 30%. Donc, vous voyez par exemple, pour tout ce qui est architecture, menuiserie extérieure, la performance de réemploi a été définie à 10%, et donc ça a été défini comme une opportunité plutôt que comme une exigence minimale.
Et comment est-ce que cela se traduit en termes d'obligations contractuelles finalement? Si pendant l'exécution du marché, un soumissionnaire n'atteint pas ces exigences minimales, il va être sanctionné par des pénalités. Si une opportunité est activée, si un soumissionnaire a librement déterminé qu'il allait atteindre telle performance circulaire, des points supplémentaires vont être accordés au moment de l'attribution du marché et au moment de l'exécution du marché. Comment est-ce que cela se traduit? S'il exécute et qu'il arrive à atteindre cette opportunité-là, il n'y a pas d'effet financier finalement. Il s'est engagé, ça fait partie du contrat et il est payé pour ça. Si cette performance-là n'est pas respectée, il y a des pénalités. Et si, par contre, cette performance-là, elle est renforcée, donc là, on se trouve au niveau 3, il y a une prime qui est prévue par pourcentage supplémentaire. Ici, dans le projet en question, c'était une prime de 5 000 € par pourcentage de performance supplémentaire. Et ces dépassements ont été, on va dire, anticipés dans le budget du projet Greenbees 2. Donc voilà, c'était un peu une des clauses que j'avais envie de mettre en avant avec vous, qui pour moi est assez créative, assez intéressante et qui permet non seulement de répondre à des exigences des pouvoirs adjudicateurs en termes de performance circulaire, mais aussi à inciter, à promouvoir l'introduction, en tout cas l'atteinte d'objectifs supplémentaires par les soumissionnaires. Alors, je vois que je reste dans le timing. Ce sera tout pour ma part. Je vous rappelle juste que si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et nous, on recevra les questions par email et on vous y répondra par email. Si jamais vous avez d'autres questions en plus qui surgissent après ce webinaire, vous pouvez toujours nous envoyer un email, soit à Jens, Sean ou à moi-même, qui sommes spécialistes en droit immobilier et en droit public. Petit rappel, demain, c'est le 3e et dernier webinaire. Et là, on va discuter de l'utilisation, plutôt la circularité dans l'utilisation d'un projet immobilier. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et pour votre participation et je vous dis peut-être à demain.